Alors, je viens de démarrer l'enregistrement. Alors, je souhaite tous officiellement la bienvenue. Alors, bienvenue à ce premier en direct de l'année scolaire 2021. Toute une année. On vit des moments historiques. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Le récit vous propose le premier récit en direct de l'année. On ne sait pas encore comment on va le numéroter officiellement. Alors, bienvenue officiellement. Je vais passer tout d'abord la parole à M. Patrick Lheureux. Patrick, à toi la parole. Oui, merci, monsieur le régisseur en chef. Alors, je suis Patrick Lheureux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent dans notre réseau, je suis le directeur responsable du secteur préscolaire primaire à la Fédération. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin pour ce tout premier rendez-vous de la nouvelle année scolaire. Mais pour ceux qui viennent d'arriver avec nous, il faut se rappeler qu'il y a quand même eu 9-10 récits en direct au printemps dernier. Tout ça est enregistré sur le site de cp.fep.qc.ca. Si je le dis comme il faut, là, vous me corrigerez si je me suis trompé dans les points. Et j'aimerais profiter de cette occasion-là aussi pour souhaiter la bienvenue officielle à notre nouveau collègue au bureau, là, Christian Leblanc. Je crois qu'il est à l'écran, bien entendu. Alors, vous savez que notre Christian remplace notre Normand Brodeur qui est parti à la retraite. Alors, Christian, bienvenue à ce tout premier rendez-vous en direct où tu vas être aux premières loges. Alors, à vous tous et à vous toutes, je vous souhaite une belle émission. Merci à vous d'être là. Donc, je peux prendre le relais? Je regarde mon régisseur aussi. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Vraiment gentil. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce premier récit en direct de l'année, le dixième de la série là, ça a débuté l'an passé. Donc, comme le dit Patrick, je suis nouvellement arrivé à la Fédération des établissements d'enseignement privé en remplacement de Normand. C'est un grand bonheur de vous retrouver ce matin. Je suis à la Fédération depuis maintenant un mois. Je connais beaucoup d'entre vous. Ceux que je n'ai pas eu la chance de rencontrer encore. Donc, je viens de... Les 20 dernières années, j'ai passé dans un collège sur la Rive-Sud de Montréal, le collège du Rocher-Saint-Lambert, principalement en direction pédagogique dans les dernières années. C'est avec grand plaisir que je me joins à cette équipe-là et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a préparé la présentation de ce matin parce qu'on l'a préparé vraiment pour être à l'écoute de ce que vous nous partagez depuis cette rentrée scolaire-là qui est si particulière. Donc, une rentrée scolaire où les consignes sont multiples, où les exigences, les nouvelles exigences le sont tout autant. Vraiment une rentrée sur le signe de l'imprévisible, mais j'observe à l'heure actuelle dans les milieux beaucoup de créativité, beaucoup de flexibilité, beaucoup de gens en mode solution et je vous en félicite en espérant que ce matin, ça vienne compléter enrichir votre bagage pour poursuivre ce travail-là que vous avez entamé cette année. Parlant de flexibilité, je vais juste faire un petit clin d'œil à mon équipe. Donc, notre première rencontre, on voulait l'imager. Donc, et là, je vois, il y a des Gumby qui commencent à arriver à l'écran. Donc, ceux qui sont aussi vieux que moi et ont connu Gumby, donc, c'est un bonhomme donc, qui se plaît à être de bonne humeur. Donc, c'est de garder la bonne humeur dans toute cette année-là qui devrait être tout autant flexible. Donc, c'est le bonhomme en plasticine sous l'œil de la flexibilité. Donc, ça nous rappelle au quotidien que gardons cette belle énergie-là, mais soyons flexibles. Ça sera nécessaire tout au long de l'année. Aussi, juste un petit clin d'œil sur un point de vue plus personnel. Donc, étant donné que je serai parfois à l'écran en gros plan, si vous ne me connaissez pas encore, je suis quelqu'un qui a un syndrome de Tourette. Donc, c'est sûr que le gros plan à l'écran met en évidence les tics nerveux. J'aime mieux vous en l'expliquer plutôt que vous le laisser le découvrir et vous demander ce qui se passe à votre écran. Donc, sur ce, on vous a préparé vraiment un beau récit en direct. Je vais passer la parole à Benjamin qui va introduire tout ça. Bonne séance tout le monde. Et n'hésitez pas à diffuser ce qu'on est en train d'enregistrer à vos équipes. Ça sera disponible dès aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué, sur le site cp.fep.qc.ca. Benjamin? Merci beaucoup, Christian. Je vous laisse un petit instant afin de cliquer sur le lien Genially, étant donné que la majorité de l'animation va se passer dans Genially. Puis, on va également partager le Genially en partage d'écran. Alors, comme l'a dit Christian, c'est une animation qu'on a vraiment conçue à partir de vos besoins. Et quoi de mieux qu'une bonne vieille pyramide de Maslow pour exprimer une rentrée
qui est sous le signe de on a beaucoup de besoins, on a beaucoup de nouveautés. Alors, le premier niveau, celui dont vous avez le plus de questions probablement, c'est vraiment l'enseignement comodal. Comment l'organiser, cet enseignement comodal, cette année? Ensuite, nous allons parler de pratiques d'évaluation qui sont flexibles et rigoureuses. Et nous allons également terminer par une petite aparté sur la différenciation pédagogique. Comme vous pouvez voir également à la gauche de la pyramide, en tant que leader, Christian prendra la parole en filigrane pour vous expliquer, en tant que leader pédagogique, quel est votre rôle afin de mettre en place le comodal et afin de développer des pratiques d'évaluation flexibles et rigoureuses dans votre équipe, tout comme l'implantation de la différenciation pédagogique. Donc, sans plus tarder, on plonge dans l'enseignement comodal avec ma collègue France. Bonjour. Dans le fond, cette année-là, on va inévitablement avoir des élèves qui vont être temporairement ou peut-être à plus long terme hors de la salle de classe. On n'aura donc pas seulement le choix d'offrir un enseignement de qualité pour les élèves en salle de classe, mais également ceux qui n'y sont pas physiquement. Possiblement que ces élèves-là sont peut-être seulement dans un autre local à l'intérieur de votre école. Enseigner en salle de classe et à distance, c'est une nouveauté pour la grande majorité des enseignants. On va être honnête, il y a très peu d'enseignants qui ont eu à composer avec cette nouvelle réalité-là. C'est certain qu'il va falloir qu'on procède à certains ajustements dans les façons qu'on connaît d'enseigner. On doit maximiser le temps en classe pour minimiser ensuite l'investissement du temps supplémentaire. On le sait, nos enseignants sont déjà très occupés et très sollicités. Ça va être donc important de prioriser certaines stratégies. On va les prioriser pour l'instant dans le comodal en 2 axes spécifiques qu'on va approfondir ensemble. On va prendre un instant juste pour réfléchir à ce qui va probablement se passer très concrètement dans nos écoles. Une enseignante vient de terminer son cours ou sa journée d'accompagnement en classe avec les élèves. Elle doit maintenant, une fois que cette première tâche a été accomplie, s'occuper des élèves qui ne sont pas présents. Est-ce qu'il y a des moyens qu'on peut mettre en place afin d'éviter le dédoublement de tâches? Dans le contexte actuel, il nous paraît un peu plus efficient de travailler sur 2 axes, comme je vous l'ai dit précédemment, soit la gestion de classe et l'utilisation du numérique. Donc, quand on parle de gestion de classe, ce qu'on veut vraiment aborder avec vous, c'est de définir un temps dans la classe pendant lequel les élèves vont pouvoir faire du travail autonome. De cette façon-là, l'enseignant va pouvoir se permettre d'accompagner des élèves qui vont avoir des besoins qui sont un petit peu plus spécifiques. Comme par exemple, une fois que les élèves sont à la tâche à l'intérieur de la classe, ça va être possible pour elle d'accompagner peut-être des élèves qui sont hors de la salle de classe, d'autres élèves qui sont peut-être de retour après un temps passé à la maison, par exemple, pour les accompagner dans ce qu'ils n'ont peut-être pas maîtrisé le temps qu'ils n'étaient pas présents, ou dans rebâtir peut-être des préalables qui étaient un petit peu plus fragilement maîtrisés. Donc, comment peut-on faire pour mettre concrètement en place ces périodes de travail autonomes-là? Il faut penser que l'autonomie, ce n'est pas quelque chose qui est déjà appris par tous les élèves. Il va falloir mettre des conditions gagnantes. On veut se pencher sur 2 points, notamment en ce qui a trait de la gestion de classe. Souvent, les enseignants, on a peur que nos élèves s'ennuient dans notre classe. Toutefois, développer des routines de classe avec les élèves, ça peut leur donner un sentiment de contrôle. Ils savent ce qui s'en vient. Ils savent aussi comment vont se dérouler les activités. C'est aussi dans des routines qu'on peut peut-être inculquer des façons de faire, notamment pour à quel moment on travaille seul, à quel moment on travaille en équipe. Ensuite, on peut aussi peut-être travailler des routines lors des changements d'activité, dans les transitions. On va éviter les pertes de temps et les élèves vont savoir quoi faire, quelles seront les prochaines activités. On peut aussi prendre un moment pour modéliser tous les comportements qu'on attend. Parce que peut-être que pour nous, c'est clair ce qu'on doit faire pendant cette routine-là. Toutefois, pour les élèves, si on veut que ceux-ci répondent à nos attentes, ça va être important de modéliser quelles sont-elles ces attentes-là. Ensuite, notre dernier élément sur lequel on peut vouloir travailler avec nos élèves, si on veut qu'ils soient en travail autonome, c'est de travailler avec les plans de travail. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on n'élimine pas complètement l'enseignement magistral, par exemple,
Mais lors de périodes de travail autonome, et quand je parle de période de travail autonome, je veux vraiment dire un temps pendant lequel les élèves seront autonomes et non pas une période, notamment au secondaire, de 60 minutes pendant que les élèves travaillent seuls. On veut juste vous rappeler que dans les plans de travail, c'est important de nommer nos intentions pédagogiques et nos préalables, juste pour dire aux élèves, qu'ils soient en classe ou hors de la salle de classe, quels sont les éléments sur lesquels on va travailler, quelles sont nos intentions, quel est notre but. On pourra aussi identifier nos essentiels qui sont ciblés, donc à l'intérieur de ce plan de travail-là. On veut juste vous faire un petit rappel sur l'importance de cibler des essentiels et ce que sont les essentiels. Les essentiels qu'on va retrouver dans votre plan de travail, ça va être des contenus sur lesquels votre enseignement et votre évaluation vont porter tout au long de l'année. Ce sont ce qui vous semble le plus important de votre programme. Donc, pour définir les essentiels, on doit nécessairement se baser sur les documents officiels. Et là, on se permet de faire une parenthèse. Ces documents officiels-là changent selon les matières dans lesquelles vos enseignants enseignent. Donc, on peut parler du programme, du cadre d'évaluation et de la progression des apprentissages. On vous rappelle aussi 3 questions qui peuvent aider vos enseignants à cibler les essentiels. Est-ce que le contenu fait partie des documents officiels? Est-ce que ce contenu est préalable à l'apprentissage de d'autres contenus? Est-ce que le contenu peut être transférable dans une autre matière ou tout au long de leur vie? À l'intérieur du Genially, d'ailleurs, on vous a déposé la référence pour vous rendre sur le CETREC. L'autre élément qu'on veut vous dire aussi, c'est qu'à l'intérieur du plan de travail, on peut identifier les tâches proposées pour donner des repères à nos élèves alors qu'ils seront en période autonome. Maude. Si vous me permettez, alors bonjour à tous. Quand il y aura des points tout au long du récit en direct qui pourraient peut-être être déclinés d'une façon un peu plus précise chez les tout-petits pour le primaire, alors vous allez me voir sauter dans la présentation et faire des coucous. J'aimerais revenir sur 2 points qui ont été abordés par France et déjà diriger l'attention des directions du primaire par rapport d'abord et avant tout au temps que l'on peut se dégager en salle de classe alors que les élèves sont autonomes. Au primaire, on a des champions de l'autonomie et du travail en atelier qui sont capables de s'autogérer, de circuler et de voir à quel endroit est-ce qu'ils peuvent aller travailler. Et oui, là, je suis en train de parler des élèves qui font partie du préscolaire. Alors, le premier conseil que l'on aurait à vous donner avec les tout-petits, pour qu'un enseignant en première année en salle de classe ait du temps pour peut-être connecter un petit élève qui est à la maison et travailler de façon différenciée avec lui, bien, ce serait déjà de garder les routines d'ateliers qui ont été démarrées au préscolaire, de repartir sur ces bases-là qui ont été installées avec les enseignants du préscolaire et le travail en atelier et de garder ces réflexes-là tout au long du primaire. Ensuite de ça, j'attire votre attention sur le dernier point. France a parlé de maximiser le plan de travail. Eh bien, à ce moment-là, au primaire, avec les tout-petits, quand on va parler de plan de travail, dans le langage des enseignants, la façon dont ça va se transférer, c'est de travail en atelier. Il y a déjà toutes sortes de formes d'ateliers qui sont démarrées au sein des écoles primaires. On a simplement pensé aux périodes de travail avec les petits ateliers d'écriture qui rapidement rendent les élèves autonomes, ce qui fait en sorte que l'enseignant peut avoir du temps pour connecter un élève ou travailler avec un sous-groupe de besoins alors que les élèves vont peut-être faire des allers-retours. Il y a une autre forme d'atelier qui est souvent vécue au primaire. Ce sont les 5 au quotidien ou peut-être même les 5, les 6 et les 7, étant donné qu'on inclut les mathématiques, qui font en sorte que les élèves ont développé une autonomie. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, dans le livre des 5 au quotidien, la démarche d'autonomie, le développement de cette autonomie-là au primaire est très, très bien explicité. Alors, n'hésitez pas à y aller. Et il y a une 3e forme après les ateliers, les petits ateliers d'écriture, les 5 au quotidien. Il y a une 3e forme de moment qui est souvent sous-exploitée au primaire. Ce sont, par exemple, les retours de récréation ou les retours de dîner, alors que les élèves sont en train de faire une lecture autonome. Bien, il n'y a rien qui empêcherait l'enseignant à ce moment-là de faire un sous-groupe de besoins et de connecter un élève qui est à distance et qu'il se joigne aussi à ce sous-groupe de besoins-là. Donc, c'est de voir de quelle façon est-ce qu'on peut maximiser les ateliers qu'on fait déjà en classe, peu importe le nom qu'ils prennent, pour avoir des périodes d'autonomie avec les enfants. France, je te cède la parole pour le numérique.
Dans le fond, là, juste avant de passer la parole à Guillaume pour le numérique, je voulais juste vraiment conclure pour dire que si votre enseignant, par exemple, enseigne pendant 75 minutes en classe, il ne vient pas de se dégager du temps pour accompagner les élèves, qu'ils soient à la maison ou de retour, et pour pouvoir justement faire un suivi avec ceux qui ont peut-être une évaluation à reprendre. Dans le fond, le concept, c'est vraiment de se donner du temps à l'intérieur de la classe pour pouvoir accompagner des élèves qui en ont besoin. Guillaume. Oui, dans le fond, on va développer l'autonomie chez l'élève, mais je vous mets en contexte, on parle de développer justement pour se rendre à avoir une certaine flexibilité pédagogique, mais il faut commencer avec la base. Puis le premier élément, c'est avec des élèves autonomes, vous allez vous dégager du temps, mais aussi avec l'utilisation du numérique. Et là, on va chercher du temps au point de vue organisationnel, mais le numérique va nous aider à gagner en efficience. Donc, pour être efficient avec le numérique, dans le fond, l'efficience numérique va nous permettre justement d'aller chercher encore plus de temps pour notre flexibilité. Mais la première étape, bien évidemment, c'est de miser sur la formation, en particulier vos nouveaux enseignants. Vous avez aussi des nouveaux élèves. Vous avez des élèves qui rentrent, par exemple, au secondaire, en première secondaire, mais vous avez peut-être aussi des nouveaux élèves qui rentrent à d'autres niveaux. Il ne faut pas négliger. Puis je vous dirais, un des aspects de la formation numérique qui est très souvent oublié, c'est l'aspect au niveau des parents. Il faut qu'au point de vue numérique, les parents sachent où est-ce que vous en allez. Donc, quand on parle de formation numérique, oui, il y a les outils, comment on ouvre un lien visio et autres, mais il y a aussi comment est-ce qu'on peut se retrouver, où sont les informations, quel outil je dois utiliser selon quel besoin. Ça, vous avez avantage justement pour gagner en efficience de former rapidement vos gens. On ne sait pas à quel moment est-ce que votre école peut fermer pour une dizaine, quatorzaine de jours. Vous avez des élèves qui sont retirés. Donc, vous avez avantage d'avoir une formation numérique qui est efficiente et très... vous devez planifier cette formation-là. Ensuite, oui, il y a la formation numérique, mais il faut offrir une forme d'accompagnement pour les enseignants pour qu'ils continuent de développer leurs compétences numériques. La formation numérique ne s'arrête pas à « je vous présente en début d'année comment fonctionne, comment envoyer des messages à vos élèves », mais il faut accompagner, il faut trouver une façon d'émuler dans notre école justement une forme d'accompagnement. Souvent, vous avez déjà l'expertise sur place, mais il faut continuer à développer cette expertise-là et uniformiser le plus possible les pratiques. Vous ne voulez pas que certains outils soient utilisés d'une façon, puis d'autres enseignants utilisent d'autres outils, puis on finit par se disperser. Donc, plus vous allez accompagner vos enseignants, plus vous allez avoir des pratiques uniformes et efficientes. Finalement, un des facteurs importants, c'est vraiment d'offrir un soutien technique et une banque de ressources pour les élèves. Quand ils ne sont pas dans la classe, c'est important que les élèves qui sont à la maison pour différentes raisons puissent avoir, pas un numéro de secours, là, mais qu'est-ce que je fais si je ne suis pas capable de me connecter? À qui est-ce que je contacte? Donc ça, c'est un élément important à tenir compte quand vous avez des élèves à distance. Il faut, oui, il y a le soutien pédagogique, mais quelle est la porte d'entrée dans votre école concernant le support technique? Puis ça, on sait que c'est un élément important pour la réussite. Si les élèves, c'est trop facile d'abandonner quand il y a des problèmes techniques, donc il faut offrir quelque chose. Ensuite, pour miser sur l'utilisation du numérique, bien, on va favoriser le plus possible les outils qui sont déjà utilisés à l'école. On évite de se disperser. Dans le fond, le but, c'est d'utiliser des plateformes qui sont déjà maîtrisées. Il faut valoriser les outils disponibles déjà en place. L'idée, c'est pas tant « ah, il y a un autre outil qui le ferait mieux », mais c'est toujours prendre le point de vue de l'élève. Est-ce que c'est cohérent ce que vous demandez à l'élève? Est-ce que l'élève doit passer d'une plateforme à l'autre selon l'enseignant, selon le niveau, selon la matière? Ça, c'est pas cohérent. Des fois, on perd un peu dans certaines fonctionnalités, mais ce que vous perdez en fonctionnalité, en utilisant les plateformes qui sont déjà maîtrisées, déjà sur place, vous allez le gagner en efficience, vous allez le gagner. Au point de vue de l'élève, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus logique. Vous allez pouvoir vous concentrer sur former les élèves sur votre suite nuagique plutôt que d'aller chercher « ah, ben tel enseignant veut un autre outil ». On reste le plus central possible par rapport à ce qu'on utilise. Et bien, étant donné qu'on reste sur certains outils, bien, ça vaut la peine de se former et de s'informer sur comment est-ce qu'on peut utiliser de façon différente les outils. Je donne un exemple, le Google Présentation, bien, oui, ça peut être utilisé, ou PowerPoint, l'équivalent dans la suite Microsoft, oui, ça peut être utilisé pour faire des présentations. Mais ça peut peut-être être utilisé d'autres façons.
Donc, allez creuser sur utiliser le plus souvent le même outil, mais de façon originale. Donc, un Google Présentation ou un PowerPoint peut être utilisé pour collecter des traces, par exemple. C'est le même outil, il n'y a pas d'autre apprentissage pour maîtriser. Ensuite, je vous dirais le temps en classe. Comment est-ce qu'on fait là, avec les fameuses vidéos? Comment on fait pour utiliser le temps en classe pour être efficace, le fameux enregistrement de vidéos et autres? Le plus efficace, c'est d'enregistrer des séquences magistrales pendant que vous enseignez en classe. Et le but ensuite, c'est de les rendre disponibles. On s'assure d'avoir les autorisations nécessaires, dépendamment des images que vous avez captées. On peut les rendre disponibles sur des plateformes qui sont fermées, qui sont sécurisées, par exemple. Et l'idée, c'est que plutôt que de faire une capsule le soir, on s'enregistre en classe lors d'un enseignement magistral très ciblé, peut-être un 15-20 minutes de magistral où vous vous enregistrez. Et l'idée, c'est que cette capsule-là peut être utilisée ensuite pour les élèves qui sont à distance, peuvent être visionnés en direct, si vous avez les moyens techniques pour le faire, mais les élèves qui sont dans la classe peuvent aussi réécouter cette capsule-là. Donc, un élève en difficulté pourrait l'exploiter. Ce qu'on vous dit, dans le fond, c'est qu'un enregistrement fait en classe va faire en sorte que vous n'avez pas besoin de doubler votre temps, que vos enseignants n'ont pas besoin d'aller retravailler le soir, de retravailler sur d'autres capsules. Ça se fait. On l'a vu. Puis, on ne cherche pas à faire la capsule parfaite. On ne fait pas de montage là. Ensuite, pour maximiser le temps en classe, bien évidemment, on va déposer des plans de travail pour favoriser les apprentissages en classe et à distance. Donc, le plan de travail qui fonctionnait 100% à distance, vous avez travaillé la plupart avec des plans de travail au printemps, lors des fermetures, mais il fonctionne aussi pour les élèves qui sont en classe. Donc, on va faire en sorte d'avoir des plans de travail qui sont déposés sur des plateformes et encore là, de façon uniforme, il faut le plus possible qu'on utilise les mêmes moyens, les mêmes façons de présenter les plans de travail, que l'information soit placée aux mêmes endroits pour que ça fasse du sens au point de vue des élèves. Donc, dans le cadre, dans le fond, ça va pour ça. Plan de travail, on diffuse les plans de travail. L'idée aussi, c'est qu'avec la partie que France a présentée, c'est-à-dire tout le développement de l'autonomie, mais ça a des avantages. Ça va vous permettre d'avoir ce temps de travail autonome-là, va vous permettre pendant que vos élèves sont autonomes en classe, ça va vous permettre peut-être de vous connecter avec des élèves qui sont en dehors de la classe. Vous voyez, je suis encore dans ma séquence d'enseignement. Je suis un enseignant en classe, pendant que mes élèves sur place sont autonomes, ça me permet de prendre du temps pour connecter des élèves qui sont à distance, d'aller répondre peut-être à des questions sur le clavardage, donc établir des moyens de communication et on peut les soutenir pédagogiquement pendant nos heures d'enseignement en utilisant justement différents moyens. On apporte un support pédagogique, mais on s'entend aussi qu'il y a beaucoup de socio-affectifs là-dedans. La fréquence des échanges, l'utilisation de moyens de communication conviviaux et la proactivité de l'enseignant ou de la personne responsable de l'encadrement sont des facteurs de motivation chez les élèves. J'ai l'air savant comme ça, mais c'est tiré d'une étude de Loisier qui date de 2010. Donc, tous ces éléments-là vont vous permettre justement de développer l'autonomie et de rendre efficace le temps que vous avez en classe en utilisant le numérique. Puis on est à la base. Ce sont les éléments de base de notre pyramide justement de développement de l'enseignement, de développement de la flexibilité pédagogique et de l'enseignement comodal. Bonjour à tous. Rebonjour. Si vous me permettez, je viendrais peut-être ajouter une petite précision. Des élèves qui sont au premier cycle, au préscolaire ou au premier cycle. Maude, je t'interromps. Est-ce que tu peux recommencer? Je pense qu'on a eu des petits problèmes de Wi-Fi au bureau. Donc, peux-tu juste recommencer ton intervention? Ah, d'accord, pas de souci. Alors, rebonjour. Alors, si vous me permettez, je ferais simplement peut-être venir dire le mot concernant justement ces enjeux numériques-là par rapport aux élèves qui sont beaucoup plus petits, c'est-à-dire les élèves du préscolaire et les élèves souvent du premier cycle. À partir de la 3e année, étant donné qu'on a souvent des élèves qui sont qui ont atteint un certain niveau de lecture, des élèves qui sont capables également de se repérer assez rapidement sur un clavier, donc des scripteurs qui sont capables d'entrer des adresses de courriel, connecter des élèves sur une suite nuagique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile. On a souvent un enjeu au niveau du numérique avec les élèves du préscolaire et du premier cycle, et cet enjeu-là est bien réel si on travaille déjà avec des élèves qui seront exclusivement à distance.
il faut peut-être ne pas oublier que ces élèves-là ne sont pas capables de se connecter de façon autonome à leur suite nuagique et donc, on a une tierce partie qui est le parent avec lequel on doit collaborer. Ce qui veut dire qu'en tant que direction, vous serez certainement, quant au numérique, face à ce choix-là, qui sera un choix d'école. Est-ce qu'on choisit une plateforme différente pour les élèves du préscolaire et du premier cycle pour ne pas déjà donner l'adresse de connexion aux parents qui, dans le fond, usurpera, si vous voulez, l'identité de son enfant pour garder cette structure-là intacte, souvent à partir du deuxième cycle, ou est-ce que vous donnerez déjà les outils de connexion de votre suite nuagique aux parents en sachant que c'est lui qui va l'administrer de l'autre côté? Alors, souvent, dans les écoles primaires, il faut faire preuve de différenciation aussi avec les outils numériques. Et si vous avez déjà des élèves du préscolaire et du premier cycle qui sont en mode comodal, il faudra peut-être accorder davantage de temps à ces parents-là et établir avec eux des routines de communication. Puis, je vais en reparler un petit peu plus tard, leur signifier que les erreurs des élèves leur parlent à l'enseignant. Alors, même si ce sont eux qui ont les guides du numérique à la maison, il y a certains faux pas pédagogiques à éviter dont on reparlera un petit peu plus tard. Merci, Maude. Donc, on a pu voir les recommandations par rapport à l'enseignement comodal, mais maintenant, en tant que leader pédagogique, Christian va également vous donner quelques recommandations pour assurer l'efficience de cet enseignement comodal-là. OK, alors je reprends un peu la parole. Donc, on parle de leadership pédagogique, on parle de gestionnaire pédagogique, du moins si, donc, le rôle d'influence qu'on veut amener dans notre école. Si je prends cette première strate-là de la pyramide, là, il y a des petites choses à ne pas échapper et à s'assurer de mettre de l'avant. Entre autres, prenez les devants. Allez à la rencontre des parents dont les enfants vont devoir être scolarisés à l'extérieur de la salle de classe. Établissez ce canal de communication-là tant important avec la famille pour bien faire comprendre ce qui va se passer et vous assurer de cette façon-là que le parent devienne un allié pédagogique tout au long de la scolarisation à domicile parce que maintenant, ça ne va pas juste impartir à l'école d'encadrer puis d'accompagner l'enfant, ça va être vraiment un travail de collaboration qui va être encore plus présent que normalement. Donc, vraiment établir ce canal de communication-là rapidement avec les familles. Aussi, en tant que de votre propre plan de développement, on parlait de formation des nouveaux élèves, des nouveaux parents, des nouveaux enseignants au point de vue du numérique. Comme pour assurer un leadership pédagogique fort, assurez-vous d'être confortable, d'être à l'aise avec les outils numériques qui sont utilisés dans votre école ou qui sont utilisés par les enseignants dans les classes. Donc, vous-même, mettez-vous en position d'apprenant, mettez-vous en position de quelqu'un, en position d'utilisateur de cet environnement-là pour en découvrir là, autant les fonctionnalités, les bénéfices que peut-être les petits volets un peu plus complexes. Donc, faites partie de cette équipe numérique-là et si jamais vous n'avez pas les ressources nécessaires, vous n'avez pas les compétences nécessaires, bien, allez chercher l'aide, allez chercher les tutoriels, allez chercher l'accompagnement pour vous rendre confortable dans l'utilisation de ces outils-là. Donc, des fois aussi, quand on n'est pas tout à fait confortable, bien, on va pouvoir répondre à un besoin numérique rapidement avec un nouvel outil qui peut parfois coûter extrêmement cher pour combler le besoin. Tandis que si on a pris connaissance, puis on connaît le potentiel de la suite ou de la solution numérique qui est déjà existante dans l'école, bien, à ce moment-là, on peut trouver des solutions à même les outils qui existent déjà dans votre environnement. Donc, vraiment, intéressez-vous aux outils numériques, mettez-vous en position d'utilisateur et ça sera que bénéfique pour le travail de travail qui va s'exécuter avec votre équipe école. Merci beaucoup, Christian. Guillaume, je te laisse repartager l'écran. Nous allons maintenant parler des pratiques d'évaluation flexibles et rigoureuses. Pourquoi on parle de pratiques d'évaluation flexibles et rigoureuses? C'est qu'au printemps dernier, c'est surtout l'évaluation qui a peut-être causé souci. Certains enseignants se posaient la question, comment est-ce que je suis capable de poser mon jugement professionnel avec les élèves qui sont à distance? Comment est-ce que je peux m'assurer que c'est réellement eux qui ont fait la tâche? Comment est-ce que je peux m'assurer qu'ils ne copient pas? Donc, l'évaluation a été une problématique du printemps dernier. Nous sommes de retour en classe cet automne et ça pourrait être tentant pour les enseignants
de dire maintenant, je n'ai plus nécessairement besoin d'être flexible en l'évaluation parce qu'on est de retour en salle de classe. Mais comme on l'a déjà vu, tant au secteur public qu'au secteur privé, il y a déjà certains élèves qui doivent rester à la maison. Dans certains cas, c'est un niveau au complet qui est à la maison. Donc, il faut quand même avoir en tête que cette année, il y aura encore un balai entre la maison et la salle de classe. On aura des classes au complet, certains élèves qui devront rester à la maison si, par exemple, ils ont le cas de COVID ou simplement s'ils ont un symptôme aussi de la COVID. Donc, mise en situation probable cette année. Je suis un enseignant. J'avais un examen qui est prévu quelques jours avant la remise des notes du bulletin de la première étape, par exemple, puis mon évaluation vaut pour 30% de la compétence. J'ai plusieurs élèves qui ne sont pas physiquement présents en classe, donc les élèves ne peuvent pas compléter mon examen parce qu'ils vont pouvoir plagier. Qu'est-ce qui est possible d'être fait en amont afin d'éviter cette situation-là où on a un enseignant qui est coincé, qui ne peut pas nécessairement évaluer tous ses élèves et qui doit le faire étant donné qu'on est rendu à la fin de l'étape. Et là, c'est là que je vous ramène vraiment à l'infographie avec nos flèches, car on va voir que quand on veut changer notre façon d'évaluer pour une façon qui est plus flexible, on va voir qu'il y a plein d'autres aspects de notre pédagogie qu'on doit également repenser. Alors, je vais littéralement faire la lecture parce que vous allez voir que c'est un enchaînement logique. On commence par le haut. Alors, je dois être en mesure d'évaluer les élèves même s'ils sont à la maison. Donc, ça implique que je dois créer des tâches où l'élève me montre sa compétence, car c'est une tâche qui est non copiable ou qui est plus difficilement copiable par les élèves. Afin de créer ces tâches de compétences-là, je m'appuie sur les essentiels de mon programme, les compétences qui sont automatiquement un essentiel et les éléments de la PDA dans lesquels il faut faire un choix pour prioriser certains éléments de notre progression des apprentissages. Si je veux développer la compétence des élèves, je dois donc leur offrir l'occasion de se pratiquer pendant l'étape et de la rétroaction afin de s'améliorer. Il ne faut pas que la situation de compétence soit uniquement faite en bout de piste, car les élèves n'auront jamais nécessairement eu l'occasion de se pratiquer. C'est là des fois où les notes peuvent être basses parce que les élèves n'ont jamais vécu ce contexte-là. Si j'offre aux élèves l'occasion de se pratiquer, ça veut dire que j'en profite également pour documenter le développement de leurs compétences, les fameuses traces d'apprentissage. Si l'élève est en train de se pratiquer à développer sa compétence, j'en profite pour la documenter comme trace d'apprentissage de son développement de compétences. Comme ça, je n'ai pas uniquement la trace en bout de piste sur laquelle porter mon jugement professionnel, j'en ai plusieurs. Ensuite, je dois porter mon jugement professionnel sur le développement des compétences en m'appuyant sur des grilles d'évaluation. Étant donné qu'on parle de compétences, ça demande nécessairement l'appréciation à travers les grilles. Et ces grilles-là vont également orienter ma rétroaction. Les grilles sont évidemment basées sur le cadre d'évaluation ainsi que sur le vocabulaire des essentiels. J'attire votre attention sur le mot « développement des compétences ». C'est important, comme professionnel, de juger le développement des compétences dans vraiment l'idée de la progression. C'est-à-dire que si on veut avoir une pondération, cette pondération de la première étape doit également refléter l'idée de développement de compétences. Si, par exemple, je donne l'occasion à mon élève de se pratiquer, puis qu'on est au mois de septembre, mais cette évaluation-là vaut, par exemple, pour 30% de l'étape, est-ce réellement une pratique ou c'est vraiment juste une évaluation qui vaut pour beaucoup? Donc, il faut vraiment revoir nos pondérations afin qu'elles reflètent l'idée de développement de compétences. Ces changements-là vont me demander beaucoup de temps. Donner de la rétroaction, c'est quelque chose qui peut prendre du temps notamment. Et donc, on revient avec notre idée finalement d'autonomie des élèves en salle de classe. Parce qu'afin d'être en mesure de poser toutes ces actions-là, c'est nécessaire pour moi d'amener à un certain moment les élèves à être autonomes dans ma salle de classe et de profiter de ce temps-là pour notamment soit connecter les élèves qui sont à distance, mais je peux également en profiter pour donner de la rétroaction sur mes élèves, auprès de mes élèves, surtout si, par exemple, j'utilise un outil numérique qui me permet
de donner de la rétroaction en direct aux élèves sur la plateforme numérique et c'est une rétroaction qui va laisser une trace étant donné qu'elle est écrite. Donc, on peut voir que si on veut changer notre évaluation pour qu'elle soit plus flexible afin que, peu importe le nombre d'élèves qui soient à la maison ou en salle de classe, on soit en mesure de les évaluer et de porter un jugement sur leur apprentissage, ça nécessite de revoir certains aspects de notre pédagogie, comme comprendre nos essentiels, ce qui est vraiment, vraiment la base. Il faut comprendre notre programme, il faut connaître notre progression des apprentissages. Ça, c'est vraiment l'essentiel de notre essentiel. La planification, la rétroaction, les grilles d'évaluation, la documentation pédagogique, le jugement professionnel et la gestion de classe. Pour approfondir ces notions-là, on vous réfère également au récit en direct numéro 7 dans lequel on a vraiment décortiqué chacun des aspects de la pédagogie qu'on vient de nommer. Maintenant, je passe la parole à Maude qui va faire quelques petites précisions pour la réalité du primaire ainsi que pour les tout-petits. Alors, rebonjour. N'hésitez pas à me le dire si jamais la connexion est mauvaise. Je vais simplement attirer votre attention par rapport aux tout-petits parce que le ballet pédagogique dont Benjamin vient de parler, c'est quelque chose qui s'articule beaucoup plus facilement, ne serait-ce qu'à la fin du 2e cycle et pour le 3e cycle, étant donné que souvent l'autonomie, l'efficience numérique des élèves est là et que les routines éducatives sont déjà démarrées. Qu'est-ce que j'entends par routine éducative? Bien, quand on est en 5e année, on est déjà un élève qui a quelques années de, pardonnez-moi l'expression, je vais utiliser les guillemets, de scolarité normale. L'enjeu présentement que l'on vit avec la COVID, ce sont des jeunes élèves qui entrent dans un système d'éducation que nous, on n'a pas connu. Alors, de quelle façon est-ce qu'on peut peut-être les aider à aller, dans le fond, acquérir toutes les connaissances qui seront essentielles et qui sont fondamentales, ne serait-ce qu'au préscolaire et au premier cycle, pour ensuite développer des compétences qui vont se poursuivre tout au long du développement de leur école? Bien, c'est simplement en faisant des parents des partenaires de la coéducation. Alors, chez les tout-petits, l'école doit absolument soigner, s'occuper également des parents. Ça peut passer, par exemple, au fait qu'un parent de première année se sent pris au dépourvu parce qu'il doit enseigner la lecture à son enfant, n'ayant pas lui-même fait de bac en éducation. Mais ça pourrait peut-être passer par le truc suivant. C'est peut-être le parent qui pourrait assister à une première leçon d'enseignement de la lecture avec la glissade des lettres pour après être capable de co-éduquer son enfant à la maison et de donner un coup de pouce. Parce que rapidement, ce que l'on constate avec les plus petits, c'est que le virtuel a certaines limites, ne serait-ce qu'au niveau de la capacité d'attention et ne serait-ce qu'au niveau de toutes les manipulations qui sont à faire. Donc, pour démarrer l'année, s'assurer de mettre les parents de notre côté. On a parlé également de plan de travail et de traces d'apprentissage. Un enjeu qui a régulièrement été soulevé à la fin de l'année avec les tout-petits, c'est qu'on sait que les parents sont souvent derrière la publication de ces dites traces d'apprentissage-là et que si le parent publie la trace d'apprentissage, bien certainement qu'il y a eu intervention parentale auparavant. Et c'est là où je fais appel avec leadership pédagogique et au leadership pédagogique également des enseignants pour parler de culture d'apprentissage. Les erreurs des élèves me parlent, c'est-à-dire surtout si on est en début d'année avec des tout-petits. N'hésitez pas à le marteler aux parents. Ne me cachez pas les difficultés de votre enfant, même si vous en constatez, parce qu'ensuite, on va faire preuve de différenciation pédagogique et je vais laisser la parole bientôt à mon collègue à ce propos-là. Je vais avoir besoin de vous épauler en coéducation. On est partenaire là-dedans, mais si vous me cachez les erreurs de votre enfant, je ne suis pas à ce moment-là capable, moi, de vous épauler en tant que parent éducateur. De quelle façon est-ce que ça peut rapidement se traduire de façon pratico-pratique? On fait simplement penser à la feuille de route, par exemple, qui est envoyée à la maison ou le plan de travail. L'enseignant pourrait écrire très distinctement « Voici les traces d'apprentissage sur lesquelles je demande aux parents de ne pas intervenir. Parce que moi, comme enseignant, j'ai besoin de poser un jugement professionnel pour savoir où en est rendu l'élève dans ses apprentissages et non pas le parent. Et encore là, les erreurs me parlent. Si je constate qu'il y a des difficultés, je suis capable de proposer un enseignement qui sera différent. Donc, on soigne ça
avec les parents. Et si un parent ne se sent pas outillé pour l'enseigner comme il faut, au primaire, on l'a tous déjà vécu, eh bien, si au lieu que ce soit l'élève, c'était le parent qu'on invitait virtuellement dans notre salle de classe pour modéliser des stratégies d'enseignement qui pourront être reproduites après ça à la maison. Je cède la parole à Benjamin. Merci beaucoup, Maude. Donc, on peut voir que c'est très important que les parents comprennent notre vision pédagogique. On a pu voir que changer ces pratiques d'évaluation, ça demande de faire plusieurs changements dans notre pédagogie. Christian va maintenant vous expliquer que c'est important de comprendre cette vision-là en tant que leader, mais il va également vous donner des recommandations sur l'accompagnement des enseignants dans ce changement de pratique-là. Alors, on vient tout juste de le voir, là. Donc, il y a plusieurs portes d'entrée. Comme leader pédagogique, on a le devoir de comprendre, de vraiment voir la vision globale de tout ça. Donc, quelles sont ces différentes portes d'entrée-là et quel sera l'impact, peu importe la porte d'entrée que je vais utiliser. Mais c'est aussi de permettre aux enseignants de vivre le changement un peu comme ils souhaitent le vivre. Donc, c'est d'accepter que chaque enseignant pourrait amorcer le changement avec une porte d'entrée qui est différente. Certains vont se réapproprier plus rapidement les essentiels. D'autres vont passer par des nouveaux modes de rétroaction. D'autres vont moduler ou changer des grilles d'évaluation ou adopter des grilles d'évaluation. D'autres vont faire le retour au jugement professionnel. Donc, cette espèce de synergie-là qui s'installe, donc, peu importe la porte d'entrée, ça va venir enclencher, ça va venir démarrer le changement, mais on a la responsabilité, comme leader pédagogique, de permettre ce changement-là. Et ça, c'est parfois plus difficile, mais il faut faire tout en notre possible pour dire de quelle façon je peux aménager l'organisation de mon école pour donner du temps aux enseignants pour étudier, s'approprier, discuter et choisir la porte d'entrée. Donc, à ce moment-là, l'enseignant donc va se sentir plus confortable. On ne dit pas de leur donner un mois, là. Donc là, je vais vraiment à l'extrême, mais c'est d'identifier ces petits moments-là qui vont permettre aux enseignants d'enclencher le changement, quitte à accepter aussi de rester dans des modalités un peu plus traditionnelles. L'important, c'est de démarrer ce processus de changement-là. Aussi, dans chacune de vos écoles, vous avez assurément une politique d'évaluation des apprentissages. Donc, c'est un document concerté, réfléchi, qui vient mettre de l'avant toutes les modalités en lien avec l'évaluation, la remise des travaux, le plagiat, etc. Est-ce que votre politique actuelle vous offre suffisamment de flexibilité dans les possibilités d'évaluation, notamment au niveau des compétences à évaluer à chacune des étapes? Est-ce qu'il y a moyen justement de faire une relecture de cette politique-là et faire esprit d'ouverture, dire, écoutez, on convenait depuis plusieurs années de ces modalités, mais dans le contexte actuel, voici la marge de manœuvre que je vous offre, malgré le cadre qui existait précédemment. Donc, une relecture, à mon sens, s'impose de votre politique d'évaluation des apprentissages et d'aller voir les possibilités de modification, d'allègement pour permettre l'initiation de ce changement-là. Merci beaucoup, Christian. Donc, le dernier point, c'est la différenciation pédagogique, parce qu'on va voir que quand on a un enseignant comodal qui est efficient, si on a réussi à avoir des pratiques d'évaluation flexibles et rigoureuses, on va voir qu'il y a un dernier aspect de notre pédagogie qui serait intéressant d'explorer, c'est la différenciation pédagogique. Et Guillaume vous explique pourquoi. Même si on met tout en place de façon efficace, on va se retrouver avec des situations où certains élèves n'auront pas fait tous les apprentissages. Même sans la COVID, il y a toujours une forme de décalage au niveau des élèves. Donc, l'enseignant, dans le fond, va se retrouver potentiellement à gérer plusieurs élèves en rattrapage, mais à des moments différents parce qu'on sait que le présentiel ne sera pas le cas pour tout le monde. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter la surcharge dans ce contexte-là? C'est sûr qu'il va falloir parler de différenciation pédagogique, puis ça va être certainement la solution. Il y a plusieurs aspects au niveau de la différenciation pédagogique. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces aspects-là vont varier selon les niveaux, selon les différentes compétences, selon les matières et autres. Donc, la meilleure façon d'aborder la différenciation pédagogique, dans le fond, ça va être on vous propose
de créer des communautés de partage, des groupes de travail qu'on va former au cours des prochaines semaines. On va structurer ça, on va vous aider à structurer ça afin de vous soutenir dans vos besoins pédagogiques. L'idée, c'est de briser l'isolement des enseignants qui doivent composer avec une nouvelle réalité, puis c'est cet échange-là d'expertise qu'on veut encourager. Donc, l'idée, ça va être vraiment de créer des sous-groupes qui vont être, on a vu que la réalité du primaire, Maud l'a bien signifié, là, primaire, même au travers du primaire, les besoins sont différents. Au secondaire, ça va être différent aussi d'une matière à l'autre. Je prends par exemple les sciences où il y a un volet pratique. Je prends le français où il y a un développement de compétences qui est plus circulaire. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment dans les prochaines semaines, surveiller les communications, on va vous proposer justement des groupes de travail et on va travailler ensemble justement pour développer justement une différenciation pédagogique qui va s'appuyer sur l'ensemble de ce qu'on vient vous présenter. Chose certaine, on ne peut pas commencer avec la différenciation pédagogique sans avoir placé les bases de l'enseignement comodal et d'avoir travaillé sur des méthodes d'évaluation qui sont flexibles et rigoureuses. C'est l'idée de la pyramide ici qu'on vous présente et c'est vers ça qu'on se dirige là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci beaucoup, Guillaume. Maude, je te laisse la parole pour la conclusion de ce récit en direct 2020-2021. Merci beaucoup. Et la conclusion de ce récit en direct-là, non, ne s'adressera pas cette fois-ci spécifiquement aux primaires et aux préscolaires, mais s'adressera à tous. Parce qu'on l'a vu, ça prend des bases pédagogiques solides. Christian l'a bien mentionné, il y aura plusieurs portes d'entrée. Donc, au sein même de vos institutions scolaires, vous devrez faire preuve de différenciation pédagogique, tant dans les besoins d'accompagnement des enseignants que peut-être également dans les modalités d'évaluation en fonction de ce qui sera vécu. On se rappelle que, je vais parler pour le primaire dans ce cas-ci, les élèves ont un cycle pour effectuer les apprentissages et permettez-moi maintenant d'aller recentrer le propos par rapport au prochain récit en direct que l'on va faire parce que oui, on vous annonce déjà, on est en train de placer les assises pour celui-là, c'est-à-dire que plus que jamais, quand il sera question d'éducation à distance pour les élèves qui y seront sur le long terme, non pas ceux qui partiront en quatorzaine et qui demeureront là, davantage sous l'égide du titulaire ou du spécialiste, mais ceux que l'école doit accompagner de façon virtuelle et dont les parents, que ce soit du préscolaire jusqu'à secondaire 5, seront des partenaires privilégiés de la coéducation. Il ne faut pas oublier que les parents sont là pour nous appuyer, pour nous épauler et que, dans le fond, on est capable de former, d'accompagner nos parents à ce qu'ils soient meilleurs en éducation aussi. Le prochain récit en direct va vraiment miser sur cette clientèle-là qui est assez spécifique. Dépendamment des milieux, il y a plus ou moins d'élèves, mais on va aller inscrire cette démarche-là de soutien aux élèves qui sont exclusivement à distance dans le temps. C'est-à-dire que on est capable de démarrer l'année avec la pyramide que l'on vient de vous montrer. Comment est-ce qu'on peut déjà, au sein même de notre pédagogie, faire en sorte qu'on soit capable de connecter nos élèves qui sont de façon virtuelle. Mais le défi qu'on va rencontrer, c'est le suivant, c'est d'inscrire cette démarche-là dans le temps. Avant qu'on l'aborde dans le prochain récit en direct, on a déjà maintenant 3 conseils à vous donner. Le premier, c'est d'informer les élèves et les parents dès le départ des responsabilités de chacun. Prenez le temps de déjà bien définir. Votre enfant est en virtuel à la maison. Cette démarche-là s'inscrit dans une démarche à long terme. Quels sont les rôles et les responsabilités de l'école, des enseignants, mais également des parents à la maison au niveau de l'encadrement et de l'élève. Si jamais vous le souhaitez, il y a des liens avec des infographies que l'on retrouve juste en dessous. Les modalités seront peut-être différentes dépendamment des écoles et elles le seront certainement en fonction là, de ce que vous avez mis en place pour accompagner les élèves à distance. Deuxièmement, s'assurer que les élèves et les familles ont les préalables numériques. Alors, avant même de connecter un élève, que ce soit en web diffusion tout au long de la journée, avant même de le connecter sur un outil à distance, peut-être de vous faire un petit questionnaire et d'aller vous assurer que parents et élèves ont les bonnes compétences numériques parce qu'on le sait, quand on travaille à distance, tout est plus long et ça peut devenir un facteur de décrochage scolaire. Et troisièmement, accompagner
les élèves et leurs familles dans le développement de la mise en place de nouvelles routines éducatives à la maison. Alors, je vous réfère au premier point. Informer des rôles et des responsabilités de chacun, c'est une chose, mais on ne peut pas présupposer avec le marathon pédagogique à distance qui nous attend que les parents, bien qu'ils soient informés de leur rôle, soient capables de faire un transfert dans la maison. Alors, vraiment, avec le point numéro 3, il pourrait peut-être, une des tâches que vous pourriez certainement demander à vos élèves, que ce soit du primaire ou du secondaire, quelles sont explicitement les routines qui ont été mises en place au niveau du quotidien pour qu'ils soient capables de s'inscrire dans une démarche à long terme. Et ces premières données-là vont être capables de vous aider ensuite certainement à réagir. Ce qui place déjà les bases du prochain récit en direct où on va aller voir quels sont les facteurs de risque pour s'inscrire dans cette démarche-là à long terme. Mais en attendant le prochain récit en direct, sachez que vous allez entendre parler de notre équipe parce que oui, nous allons administrer la différenciation pédagogique en proposant à vos enseignants de rejoindre des groupes de travail qui seront annoncés sous peu. Alors, Benjamin, Christian, je vous laisserai le mot de la fin et au plaisir de vous parler dans le prochain récit en direct. Merci beaucoup, Maude. En terminant, ce qu'on veut faire, c'est vous remercier, car ce récit en direct, c'est le fruit des besoins que vous exprimez à Christian et c'est le fruit des accompagnements qu'on fait dans les écoles. Donc, ce récit en direct-là, ce n'est pas la réflexion de Christian puis des conseillers pédagogiques du récit, mais c'est vraiment notre intelligence collective qui est mise sur cette infographie-là. Donc, on veut vraiment vous remercier de nous permettre de vous accompagner parce que c'est vraiment ça qui nous alimente, qui alimente nos réflexions. Donc, un gros merci à vous. Christian. Bien, tout à fait. Écoute, tu conclus bien, donc, Benjamin. Donc, je vais simplement vous remercier, vous retourner. Vous voyez, le moment d'un récit en direct, c'est un temps d'arrêt, un temps où on se regroupe. Vous allez avoir besoin de peut-être réécouter, relire, faites référence au Genially, diffuser. Donc, ça va être disponible aujourd'hui sur le site du cp.fep.qc.ca. N'hésitez pas à reconsulter, à lire, à prendre le temps de digérer tout ça. Nous, ce qu'on voulait faire ce matin, c'est comme vous êtes probablement en train de le faire, c'est d'initier une démarche d'accompagnement dans le changement. Donc, ce n'est qu'un début, le récit en direct de ce matin. Il y aura des comités de travail, il y aura une suite, un deuxième récit en direct pour inscrire toute cette démarche-là dans le temps. Donc, j'espère vous y retrouver. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne rentrée scolaire, une bonne retrouvaille avec votre personnel et vos élèves. Et merci beaucoup de votre présence.